L'autre jour, je repensais à mon expérience dans Assassin's Creed 3. Je l'ai découvert assez tard et ça a été un des premiers jeux de cette génération de jeux AAA open world que j'ai découvert. Et ça a été aussi une de mes premières expériences de chasse dans un jeu vidéo. Ce qui m'avait marqué, ça a été la dissonance entre le discours du jeu, de ne chasser que ce qui est nécessaire, et la finalité de la proie, bénéficier d'améliorations. Ce qui m'a poussé à décocher mes flèches sur tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un animal, surtout s'il était rare. Autant les lapins, je les laissais volontiers gambader, autant les élans, les pumas et les lynx faisaient pas long feu. Et je les abattais jusqu'au dernier pour récupérer leur fourrure ou des fragments d'os pour améliorer un petit peu mon équipement, et recommencer. Et c'est cette représentation de l'animal dominé, de la relation proie-chasseur, que questionne l'œuvre dont on va parler aujourd'hui, The Deer Cam. The Deer Cam, pardonnez l'accent français, veut dire littéralement la caméra du cerf, et c'est une œuvre de l'artiste américain Brent Watanabe. Il a détourné et modifié le jeu GTA V en remplaçant le joueur par une intelligence artificielle et l'avatar du joueur par un cerf. Le tout est diffusé en direct, en continu et sans intervention de l'artiste sur le site de streaming Twitch. En tant que spectateur, il y a quelque chose de fascinant et presque d'hypnotisant de voir l'intelligence artificielle du cerf avoir des comportements étranges et erratiques. Le voir marcher, puis s'arrêter net, puis repartir au galop pour s'arrêter quelques mètres plus loin, on est accroché par le challenge que ça représente pour l'intelligence artificielle de passer une barrière, comme on regardera un animal trouver son chemin dans un labyrinthe. La question qui m'est revenue sans cesse en regardant The Deer Cam, ça a été « qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» En proposant de suivre comme personnage principal un cerf, The Deer Cam met en premier plan l'animal à abattre, et il suffit de regarder quelques pochettes de Hunting Game pour s'en persuader. Et surtout, l'œuvre place l'animal dans une ville. En proposant ce simple jeu d'interversion, The Deer Cam pose la question « où sont les animaux dans la ville ?» Pourtant, vous pourriez me dire qu'il y a des animaux dans la ville. Dans Assassin's Creed, il y a des chevaux, dans GTA, il y a des chiens, des chats, dans The Legend of Zelda, il y a des poules. Oui mais non. Dans les jeux vidéo, l'animal est essentiellement cantonné à deux rôles, quand ce n'est pas un simple élément de décor. Il y a l'animal dans la ville et l'animal hors de la ville. L'animal dans la ville, c'est celui qui est dompté, comme les familiers ou les montures, qui ne vont servir qu'à donner des améliorations au personnage. L'animal devient une sorte d'extension du héros au même titre que les armes ou les équipements. D'ailleurs, dans les quelques MMORPG auxquels j'ai joué, on équipe les animaux au même titre qu'une arme ou un équipement. Dans le prolongement, il y a aussi les animaux outils qui ne serviront qu'à passer un passage particulier en prêtant un attribut spécifique. Et de l'autre côté, il y a l'animal hors des villes, c'est l'animal à tuer, c'est-à-dire celui qui va apporter du défi aux joueurs, notamment au travers des quêtes de chasse. Ces animaux sont par exemple les cerfs qui se cachent dans GTA V ou les pumas qui se planquent en haut d'une montagne dans Assassin's Creed. Dans Far Cry, ce sont presque tous les animaux. Et dans GTA 4, par exemple, la quête de chasse se passe dans la ville, puisqu'il faut tuer les 200 pigeons pour avoir un bonus. Et on peut souvent constater que la relation humain-animal reste assez pauvre dans le jeu vidéo. Quand il y a des interactions avec les animaux, c'est souvent dans un rapport de force pour valoriser le héros. Pourtant, il existe des jeux qui proposent des animaux comme personnages principaux, mais ils excluent souvent la relation humain-animal en proposant les animaux dans une nature vide d'humains. C'est par exemple le cas pour Echo the Dolphin ou les excellents Shelter 1 et 2, ou encore Deadly Creatures. Et même lorsque ces jeux proposent des animaux dans la ville, l'humain reste absent puisque ce sont des villes en ruine ou post-apocalyptiques dans lesquelles on va jouer. C'est par exemple le cas de Eaglefly qui a été présenté à l'E3 cette année, ou le très arcade Tokyo Jungle. Mais ça serait quand même malhonnête de ma part de dire qu'il n'existe aucun jeu qui propose des relations humains et animaux intéressants. Il y a le très poétique Never Alone qui explore la relation entre un enfant inuit et un renard des neiges en mettant l'accent sur l'affect entre les deux. Il y a aussi Kopoka qui propose d'incarner un oiseau dans une ville totalitaire et d'en apprendre un peu plus sur les habitants tout en explorant la ville et ses banlieues. Il y a aussi les indépendants de HKDevblog qui seraient en train de préparer un jeu où on incarne un chat dans une ville futuriste. Et il y a aussi des jeux grand public qui explorent des relations humain-animal comme Final Fantasy et son personnage Red 13, ou Tekken et son personnage de Kuma Panda, sans pour autant centrer l'intrigue ou le gameplay autour d'eux. D'ailleurs, en petite parenthèse, si vous connaissez des jeux qui explorent de façon intéressante les relations humain et animal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour revenir à The Deer Cam, proposer une critique dans l'univers de GTA, ce n'est pas non plus anodin. Petit retour en arrière. GTA V, c'est le dernier épisode de la série qui a été commencé en 1997 et développé par le studio Rockstar. Chaque nouvel épisode, c'est l'occasion pour les joueurs de remplir diverses missions, d'apprécier des courses-poursuites et des rixes de gang dans des environnements de plus en plus détaillés et vastes. GTA 3, c'est le premier de la série en 3D et c'est aussi le premier à proposer des animaux dans son environnement.
des mouettes. Non interactif. GTA San Andreas va continuer sur cette lancée en proposant différents animaux pour animer ses arrière-plans, comme des mouettes, des faucons, des tortues, des dauphins, et même un perroquet apprivoisé qui sera présent dans certaines cinématiques du jeu. Et ce perroquet est presque traité comme un personnage, à part entière. Un personnage mineur, mais un personnage tout de même. Sinon les autres animaux sont pour la plupart des éléments 3D non interactifs. Et GTA 4 introduit les pigeons, et les cafards, qui serviront d'ailleurs pour la fameuse quête de chasse. GTA 5 lui ajoute des baleines, des cerfs, des chats, 5 races de chiens, des cochons, des coyotes, des dauphins, des insectes, des lapins, des bus, des corbeaux, des cormorans, des orques, des poules, des pumas, des raies, des rats, des requins marteaux, des sangliers, des singes, des vaches, et les cafards reviennent ainsi que le traditionnel mouette. Et c'est super intéressant ce rapport ambigu de la série avec les animaux, qui continue d'en ajouter en nombre et en diversité, sans pour autant proposer de vraies interactions avec, sauf un perroquet qui est traité comme un personnage principal. La chasse à la façon des open world et les familiers dans une certaine mesure viennent tout juste d'être introduits avec GTA V. Du coup, faire The Deer Cam dans cet univers qui accueille tout juste la chasse dans son système de jeu, et remplacer le personnage principal par sa cible, le cerf, c'est une façon, je pense, de questionner la chasse et sa nécessité dans la représentation des animaux. Ce qui questionne aussi, par extension, la chasse comme moteur de vente, puisque celui-ci avait été mis en avant dans les trailers. The Deer Cam propose une relation humain-animal assez étrange et inhabituelle. Le cerf est pacifique et ne va jamais riposter ou attaquer. Au mieux, il pourrait essayer de fuir quand il est attaqué, mais des fois il fait rien ou il marche. D'après l'artiste Brent Watanabe, l'intelligence artificielle du cerf, qu'il a lui-même implémentée, est imprévisible. Face à la même situation, le cerf ne va pas réagir deux fois de la même façon, à l'inverse de l'intelligence artificielle du jeu, qui est programmée pour réagir d'une certaine façon face à une situation donnée. Et il y a un étrange dialogue qui s'installe entre ces deux intelligences artificielles. Elles vont toujours être à la limite de la confrontation dans une sorte de gêne mutuelle, le cerf créant du chaos, et Los Santos cherchant à dérouler son script. Et ce sont les interactions entre ces deux intelligences artificielles qui vont créer de l'inattendu et des situations absurdes, poétiques ou étranges. Comme lorsque le cerf s'est subitement arrêté de courir en pleine rue et créant, au fil du temps, un immense bouchon de voiture. Ou lorsque le cerf est attaqué par un membre de gang puis pourchassé par le chien dressé. Ou encore quand des hélicoptères et des tanks de l'armée se déploient pour arrêter un cerf. Et dans ce déluge de courses-poursuites et de fusillades en tout genre, l'artiste a décidé de rendre son cerf immortel et doué de téléportation. Principalement pour contourner des bugs de l'IA qui coinceraient le cerf dans des textures ou dans les modèles 3D, et éviter l'exploration monotone du même pâté de maison en boucle. Alors que ces fonctionnalités sont plutôt des préoccupations techniques, rendre le cerf immortel a permis la création spontanée d'une histoire participative entre les spectateurs. Et c'est presque une mythologie qui s'est créée au fil des commentaires et des conversations. Dans les grandes lignes, le cerf s'appelle Edgar Allan Doe, il recherche sa femme Virginia qui a été kidnappée par l'affreuse sorcière des mers. Et je trouve ça génial qu'une œuvre qui utilise des modes pour détourner un jeu vidéo soit lui-même réappropriée par son public. D'autant plus que l'histoire a souvent un lien avec les actions du cerf dans l'œuvre. L'idée de la sorcière des mers a émergé à force de voir le cerf marcher sous l'eau comme si de rien n'était et se téléporter sur le rivage. Et un autre exemple que j'aime beaucoup, ce sont les journaux poétiques de Nicole Hamilton. Elle a publié plusieurs fois dans les commentaires de courts poèmes qui relatent la journée du cerf. Et ça donne de très belles choses que je ne vais pas gâcher avec mon accent français, et je vais donc vous laisser le lire. Ou encore celui-ci. Il y a aussi le poème de Roger Kidd. Et je trouve ça génial parce que non seulement ça sert son propos, mais en plus ça donne une nouvelle profondeur à son œuvre. Et cette réappropriation est possible parce que l'artiste a pensé son mode d'exposition en lien avec son œuvre, tout en donnant des outils sociaux pour faire émerger des histoires ou des discussions autour de son œuvre, comme l'avait fait plus tôt, dans une toute autre envergure, Twitch Play Pokémon. The Deer Cam, c'est une œuvre que j'affectionne déjà particulièrement pour son discours inhabituel sur la place de l'animal et sa représentation, et je l'apprécie aussi pour sa capacité à sortir des normes et des modes d'exposition habituels, et d'aller utiliser des outils sociaux et participatifs pour donner au public l'opportunité de créer une mythologie ou des récits autour de son œuvre. Voilà, cette vidéo est maintenant finie, merci de l'avoir regardée jusque là. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas
à publier un commentaire ou à m'alpaguer sur Twitter. Je vous ai mis dans la description quelques liens qui m'ont servi à construire ma vidéo et aussi les jeux dont je parle. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je prendrai moins de temps pour la prochaine, promis.